Juste pour te répondre pendant qu'on met en place l'informatique, c'était une des revendications des internes lorsqu'on les a interviewés, lorsqu'ils sont venus nous voir au moment de leur manifestation et de la grève, de dire l'internat, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'internat il soit différent pour celui qui va aller s'installer et avoir une formation pratique en clinique et pour ceux qui veulent faire une carrière hospitalière. Vous exigez trop des internes. Donc, j'ai tenté, par les discussions qui ont eu lieu, de répondre à leurs prérogatives. Alors, question. Alors, la question 5. Question 5 est d'actualité, même s'il y a déjà une réponse, en partie. La formation des internes doit-elle se faire uniquement dans les services hospitalo-universitaires ou pendant une période définie et contrôlée en dehors des centres hospitalo-universitaires, dans les hôpitaux généraux et voire même les cliniques privées? Alors, vous savez que la loi... Ben oui, alors mettez quelque chose pour que ça marche là. La loi HPST autorise la formation en dehors des centres hospitalo-universitaires. Les ARS y sont d'ailleurs favorables pour élargir le pool des possibilités de formation et l'éventail de ces possibilités. Alors le constat actuel, c'est que les CHU, les hôpitaux généraux dans les services agréés, les hôpitaux privés à but non lucratif agréés ne posent pas trop de problèmes. Faut-il que cette accréditation ne soit pas systématique, qu'elle donne lieu à une réflexion au niveau des universités et des collèges sur des bases de critères soigneusement évaluées. La place des collèges est à rediscuter peut-être. Alors, quand la question se pose en fait pour les établissements privés, les cliniques privées à but lucratif. Et je replaçais ici une diapositive qui est déjà ancienne du rapport Valencien, qui montre, comme il a été dit tout à l'heure, qu'une grande partie de la chirurgie classique, qu'elle soit digestive, urologique, vasculaire et thoracique, se fait dans les établissements privés. Et je crois même qu'en ce qui concerne le digestif, la proportion est maintenant plus importante. Donc ces établissements revendiquent leur rôle dans l'enseignement. L'agrément, en fait, il existe déjà. Il y a certains établissements privés, il y en existe à Paris, il y en existe à Lyon, qui ont l'agrément pour que, sous des conditions strictes, ils aient la possibilité de former les internes. Alors, il nous semble qu'il faut que dans ces établissements, il y ait une activité chirurgicale qui le justifie, voire qu'on ne peut pas trouver dans certains établissements publics. Je pense à la chirurgie de la main en particulier. Il faut que la prise en charge financière soit assurée pour tout ou partie par l'établissement privé en question. J'ai un peu fait le point à Lyon, et dans certaines cliniques privées, c'est 80% seulement parce que les internes restent à disposition du CHU pour les gardes. Et puis, il faut qu'il y ait un agrément par la faculté, et là encore, avant tout le rôle du doyen et le rôle éventuel des collèges. Il faut certainement qu'il y ait une évaluation régulière de cette formation faite dans les établissements privés, en particulier au moment de renouveler les agréments. Alors, vous avez place à la discussion. Et donc, pour cette discussion de la question 5, c'est Johan Renard. Interne en chirurgie, vice-président de l'internat, qui a été vice-président, qui nous a un petit peu aidé dans sa réflexion au moment lorsque nous avons fait les réunions préalables. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis en effet interne en 10e semestre à Reims. Et j'étais premier vice-président de l'ISNI quand on a commencé les auditions. Voilà, je ne le suis plus depuis un an, mais je termine le travail. Donc, j'ai la tâche de répondre à cette question. La formation doit-elle se faire uniquement dans les CHU ou également dans les cliniques privées? Alors, vous allez voir que ma réponse, c'est oui, oui. Et je traduis là un peu ce que pensent les internes. Et je pense que vous corrigerez tout à l'heure mon enthousiasme pour ces stages. Donc vous l'avez dit, hein, monsieur, jusque récemment, les stages ne pouvaient avoir lieu, c'est-à-dire qu'on ne pouvait donner des agréments que dans les CHU, les hôpitaux publics ou les établissements ESPIC. Et d'ailleurs, dans les maquettes des internes de chirurgie, dans la plupart des maquettes d'internes de chirurgie, les stages sont obligatoires dans les hôpitaux périphériques.
Ce n'est pas le cas pour les hôpitaux privés pour l'instant, et la loi HPST 2009, décret d'application 2011, permet donc aux internes de faire des stages dans les établissements privés. Alors les ARS, en effet, ils sont très favorables parce que ça multiplie le nombre de stages. La conférence des doyens l'est un peu moins, sauf quand il s'agit de stages dans des disciplines qui existent moins dans le public. Donc vous voyez, c'est une question qui fait très débat et excusez-moi, un peu politique également. D'un point de vue très formel, en fait, tout dépend en effet d'un agrément. Cet agrément est donné par le doyen et le directeur de l'ARS après avoir reçu un dossier d'agrément rempli par le praticien qui veut accueillir un interne dans l'hôpital privé et qui doit comprendre de nombreux critères parmi lesquels l'existence d'une activité chirurgicale justifiée, des critères d'accueil, l'existence d'un projet pédagogique pour accueillir l'interne, les conditions de travail de l'interne, il doit avoir un bureau, une salle de travail, une connexion Internet, etc. Et ces critères doivent être bien épluchés par la commission d'agrément avant de donner l'agrément. À noter que cette procédure d'agrément existe également pour les CHU, pour tout stage qui existe, y compris le public, que ce soit périphérique, que ce soit les établissements ESPIC. Point important, l'agrément pour les hôpitaux privés n'est donné qu'aux praticiens et pas à la structure ou le service. C'est-à-dire que l'interne, lorsqu'il va faire son stage dans le privé, ne peut être affecté qu'au praticien qui a reçu l'agrément. Il ne peut pas aller au bloc opératoire avec le confrère qui, lui, n'aurait pas rempli enfin, en tout cas, officiellement, c'est comme ça que ça se passe. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui doit quand même nous rassurer, nous, internes, c'est qu'il existe une obligation de retour sur agrément par l'interne. À la fin de chaque stage, il doit remplir une grille d'évaluation où il explique ce qu'il a fait, sa formation pratique, théorique, la formation qu'il a reçue, la possibilité de se libérer pour ses formations universitaires, etc. Et ce retour de stage, qui existe aussi dans les stages publics, doit être pris en compte pour renouveler les agréments chez le praticien privé ou dans les hôpitaux publics. Donc voilà, tous ces éléments, nous, en tant qu'internes, nous rassurent et pour nous dire que certainement il faut développer ces stages dans le privé. Alors il y a d'autres réticences qui ont été exposées durant les auditions. C'est en effet la prise en charge financière, c'est un point crucial. Savoir que la prise en charge financière, la possibilité est donnée dans les textes, que ce soit payé soit par l'établissement privé, soit par le CHU, alors que l'interne est dans l'hôpital privé. Mais aujourd'hui, aucun agrément a été fourni si ce n'est pas l'établissement privé qui paye, ça c'est évident. Se pose enfin une question sur la responsabilité, responsabilité de l'interne qui exerce dans l'hôpital privé, responsabilité du praticien qui accueille l'interne. Alors moi je me fais surtout le porte-parole des internes, et les internes qui sont interrogés, eux, pensent que la formation doit se faire partout où il y a des formateurs de qualité. Et partout, ça implique également les établissements privés. Et lorsqu'on les avait interrogés avant mon audition, on avait interrogé une 60aine d'internes impliqués dans la formation de chirurgie, je préfère plutôt les citer. Ils disaient qu'il serait intéressant de voir leur fonctionnement et apprendre de leur expérience différente de celle du CHU. Ils disaient les services du CHU sont souvent orientés vers une hyperspécialité et certains gestes sont beaucoup plus pratiqués dans le privé. Certaines interventions ne sont plus pratiquées dans le public. Ils disent aussi que l'activité de CHU est non représentative de l'exercice chirurgical, notamment pour ceux qui ne souhaitent pas de carrière hospitalo universitaire. Ils disaient trop d'internes par service, et je crois que la possibilité d'ouvrir des stages dans le privé répond un peu à ça, c'est-à-dire que l'augmentation très importante depuis les années 2000 du nombre d'internes à former dépasse un petit peu les capacités des hôpitaux publics, et c'est pour ça que nous, internes, étions plutôt favorables à l'ouverture des stages privés. Donc il disait trop d'internes par service, clivage absurde du public et du privé, non accès à certaines techniques comme le robot, etc. Et il disait enfin, vigilance aux chirurgiens du privé pour nous accueillir, avec volonté de former des étudiants dans le cadre d'un compagnonnage et ne pas leur donner des petites mains à moindre coût. Voilà ce qu'il disait tous tous mes collègues que nous avions interrogés. Donc on sait qu'une attention, une vigilance très particulière est donnée dans certains stages actuellement du public, dont on sait parfois le caractère perfectible de leur formation. Je crois qu'une vigilance équivalente doit être donnée
lorsqu'on donne des agréments dans le privé, mais il ne faut néanmoins pas se passer de la possibilité d'aller dans le privé, parce qu'il y a certainement dans les hôpitaux privés des formateurs de qualité qui ont envie de nous former. Voilà ce que je voulais dire. Simplement, avant de conclure, un mot important, c'est que ce qui est important, c'est que les coordonnateurs, les doyens, s'investissent dans cette démarche pour à la fois ne pas agréer tout et n'importe quoi, mais aussi qu'il y ait des agréments parmi des praticiens du privé qui seraient formateurs. Et on voit, quand on avait fait notre bilan, nous on avait fait un bilan de l'année universitaire 2012, Besançon, Brest, enfin on avait fait 9 CHU, par exemple à Besançon, 7 demandes d'agrément en 2012, un seul agrément donné. Les raisons, c'était des dossiers qui ne répondent pas aux critères. À Brest, 6 demandes, aucun stage agréé, parce que pas de concertation entre les facs et les structures privées. À Caen, 10 demandes, un agrément, encore une fois, concertation insuffisante entre les coordonnateurs et le privé. À Lyon, 30 demandes, un seul agrément. À Nantes, 28 demandes, 2 agréments, etc. Donc je crois qu'il faut que nos tutelles pédagogiques s'investissent pour que les stages soient ouverts dans de bonnes conditions pour la qualité de la formation des internes. Donc en conclusion, je voudrais dire que en tant qu'interne, nous désirons tout de même que ces stages soient ouverts, notamment pour répondre au nombre important d'internes à former, que cette formation doit être limitée dans le temps, 1-2 semestres grand maximum, mais surtout ne pas lui donner un caractère obligatoire, que les formateurs doivent être bien identifiés au préalable, et ça dépend beaucoup des conditions locales, c'est-à-dire des ententes qui peuvent exister entre le privé et le public localement, dans le cadre de conventions dûment établies, garantissant la qualité de la formation, avec des ouvertures progressives et raisonnées de ces stages, en lien avec les coordonnateurs de spécialité. Merci. Merci beaucoup. Des questions ? Oui. C'est très important cette question. Se pose un problème d'assurance et de responsabilité, car un interne en libéral ne pourra faire le moindre acte que s'il a la capacité d'avoir fait le nombre de semestres l'autorisant à faire un jet de remplacement, ou alors s'il est taisé. Mais s'il n'est pas taisé et s'il n'a pas la qualification pour faire un remplacement, il ne pourra faire que de l'aide opératoire en premier ou en second, ce qui est tout à fait intéressant. En général, c'était bien rémunéré. Moi, à l'époque où je prenais des internes de 3e année, et la vacation était très supérieure au tarif hospitalier. Serge. C'est vrai que je suis président de la commission d'agrément de chirurgie en Île-de-France. Donc je connais dans le détail les demandes qui sont faites. Alors, premier point. Je ne suis pas opposé et je me suis battu à cette commission pour qu'il n'y ait pas d'opposition de principe dogmatique au poste dans le secteur libéral. Il y a une loi, elle est là, on est là pour l'appliquer. Premier point. Deuxième point, je ne suis pas sûr que je n'ai pas moi-même d'activité libérale, mais je pense que des libéraux peuvent avoir une activité tout aussi morale que dans le secteur public. Le public n'a pas le privilège exclusif de la moralité. Troisièmement, les demandes sont souvent mal faites. On reçoit un bout de papier avec 5 lignes en disant « j'ai opéré tant de malades », et voilà. Donc, j'ai demandé à ce que les gens... Et certaines demandes ont été acceptées. Alors, le problème de l'assurance, c'est vrai que c'en est un, mais un certain nombre d'assureurs ont accepté de rentrer dans ce jeu. Par contre, il y a un problème pour lequel je suis assez féroce, ce sont les stages où les internes n'opèrent pas, jamais. Alors que dans le secteur public, autant il faut qu'il y ait une équité entre le privé et le public, autant il faut qu'il y ait une équité entre le malade public et le malade privé. On ne voit pas pourquoi le malade privé n'aurait droit qu'à des mains expérimentées et le malade public qu'à des mains en formation. Bon, enfin, c'est mon point de vue. Il s'avère que, non, je suis barjot. Mais c'est pas grave. Mais il faut l'exprimer autrement, par des arguments et pas par des gestes inopportuns, mon cher collègue. Je vous le dis, mais je continue mon rôle de pédagogue. Vous voyez que ça ne se termine jamais, les études de médecine.
Donc, il faut que les internes puissent avoir vraiment une activité. Si c'est uniquement pour faire de l'aide opératoire et tirer sur des écarteurs, j'estime que ça n'est pas formateur pour un interne de faire ça pendant 6 mois. Il n'y a pas de raison que dans des stages publics. Donc, un certain nombre... Alors, le point, c'est qu'un certain nombre de collègues dans le privé ont accepté cette règle. Ça suppose pour eux de renoncer à une partie d'honoraires en secteur 2. Bref, il y a des collègues qui jouent le jeu. Et moi, j'irai plus loin. Pour ces collègues-là, je suis prêt à réfléchir à un statut d'enseignant associé, comme on l'a fait pour les généralistes en ville, chez qui on envoie nos étudiants pour se former à la médecine générale. Donc je n'ai aucune opposition dogmatique, mais il faut qu'il y ait une équité complète entre la formation et le sort des malades. Voilà. Oui, d'où à notre sens quand même les critères d'agrément, s'ils sont respectés, je crois que la formation est également respectée. Et le retour d'informations qu'on va obtenir de l'interne fait que le stage est bon et pas bon. Et on a des très mauvais retours d'internes sur des stages dont on a besoin, donc on laisse ouvert, alors que les retours sont très mauvais. Je reconnais ce point. Mais quand on a un établissement public qui est dans une situation très difficile à un certain moment... Alors, je rappelle qu'aux commissions d'agrément, les internes assistent. Je n'ai jamais signé un agrément sans l'avis conforme des internes. Vous pouvez vous renseigner auprès de vos collègues en Île-de-France. Pour moi, c'est capital leur avis. Donc, il y a des moments où ils disent, écoutez, il faut laisser ce stage. Et alors, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Ça peut être un stage pour un interne débutant qui va, au début, quand même, apprendre quelques gestes. En fait, là, il y a une vraie question. Est-ce que ce n'est pas au début qu'on a besoin du plus d'encadrement ? Malheureusement, c'est souvent le cas, mais je reconnais qu'il y a des services. Cela dit, chaque année, nous retirons des agréments. Nous retirons des agréments. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le faire, et en effet... Juste un point pour le temps qu'on donne le micro à Bloch, pour insister sur la notion, tu l'as évoqué, entre l'individu et les équipes. En urologie, dans la réflexion, on avait d'ailleurs abouti à aux mêmes conclusions que ce qui est fait en Île-de-France par Thierry Jusant, et on avait décidé qu'on favoriserait les équipes dans le privé, où ce serait des équipes d'urologues qui demanderaient l'agrément et pas un urologue dans une clinique qui aurait plusieurs urologues, et ça, voilà. Une équipe. Mais ça nécessite cette concertation préalable avec les équipes pédagogiques et le privé. Si ça n'a pas lieu, le stage est déjà un échec. Et le rôle du coordonnateur est essentiel, c'est central. Gérard. Non, la question vient d'être réglée, là. Cette question-là. Structure, groupe ou individu. Si vous me permettez juste un mot, j'ai quand même constaté qu'il y a certains types de chirurgie qui se fait de moins en moins dans le CHU. Chirurgie de la main. On nous a dit à Lille, je sais que tu es peut-être pas de cet avis, mais pourtant les gynécologues de Lille, quand on les a écoutés, nous ont dit que c'est très difficile de se former que dans le CHU à Lille. Il faut parfois sortir un peu de Lille. Alors, je ne sais plus si c'est établissements généraux ou cliniques privées. Mais il y a certains types de chirurgie qui quittent un peu le CHU et le privé viendrait alors compléter la formation. En ce qui concerne le fait d'opérer, je réponds à M. Usan. Vous savez, dans beaucoup de CHU, maintenant, les internes, ils n'opèrent pas tellement. Hein. Et je pense... Je vais citer un nom que tu connais très bien. À Lyon, il a pris sa retraite, Jean-Paul Grandjean, qui était un excellent chirurgien, proctologue, colorectal, qui avait un recrutement de tout le sud-est de la France. J'allais régulièrement dans son établissement. Et je pense que la formation qu'il était capable de donner, car c'est un enseignant né, qui pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir, n'a pas été universitaire et c'est bien dommage, la formation qu'il donnait était nettement supérieure à celle qu'on peut avoir dans le CHU, dans la même discipline. Alors, c'est une question de critères d'agrément, de sélection, de rigueur des doyens, de rigueur des collèges éventuellement. Il y a des tas de moyens, c'est connu maintenant. Radio-internat ne suffit plus, on connaît bien ce qui se fait dans les établissements privés. Il n'est pas question de donner l'agrément à tous. Puis la dernière chose que je voulais dire, est-ce que les internes maintenant,
ils ont fait une réelle évaluation de ce qui est fait dans le privé, de la manière dont ils sont enseignés. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que vous êtes déjà capable de faire le point? Non, on n'est pas capable de faire le point. C'est très difficile. Déjà, nous, nos informations, on les reçoit que des internes. Je pense que c'est aux ARS et à la DGOS de faire ce point. Non seulement en regardant combien de stages ont été agréés pour combien de demandes, mais surtout quel est le retour des internes par rapport à la formation qu'ils ont eue. Et ça, actuellement, c'est sûr, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci. Nous allons l'aborder. Voilà, Bertrand Doré. Si, pour répondre à cette question précisément, l'Association française des jeunes urologues en formation, ils sont en train de faire le point. Il y a des retours déjà, moi j'en ai eu en tant qu'ancien président du collège, et les stages où les équipes prennent en charge et où les internes opèrent sont très très bien perçus. Ils font des interventions, des consultations, et ça démarre bien, notamment à Tours. Bien.